L'État va-t-il baisser les taxes sur le carburant? On en parle avec nos invités. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Bonsoir Éric Coquerel. Vous êtes député La France Insoumise du 93 et vous êtes membre de la Commission des Finances. Merci d'être avec nous ce soir. La question a été posée, en tout cas ce matin, par Jean-Jacques Bourdin, au porte-parole du gouvernement. Est-ce que l'État va baisser les taxes sur le carburant? Pour la question du carburant, ce que je vous ai dit, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'il y a un travail qui est mené actuellement et que, évidemment, que si ces hausses se poursuivent, on prendra les mesures nécessaires pour protéger les taxes. les Français. Si les hausses se poursuivent, vous baisserez les taxes. On prendra des mesures de protection des Français. Est-ce que c'est baisse des taxes? Est-ce que c'est aide? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Pourquoi je vous réponds pas aujourd'hui? Tout simplement parce que la décision n'est pas prise. Parce qu'en même temps, il y a la ministre Barbara Pompili qui dit aux distributeurs, c'est à vous de réduire vos marges. On va regarder un camembert, Emmanuel Le Chypre, ce que les taxes représentent dans le prix du gazole. La TICPE et la TVA représentent plus de 60% du montant du litre de samplon 95, par exemple. En gros, un litre de gazole rapporte autour de 90 centimes à l'État. Et la marge bénéficiaire de distribution, sur laquelle la ministre Pompili appelle à faire un effort, ça représente pas grand-chose, Emmanuel Le Chypre. 1 centime. Oui, donc c'est pas ça le levier qui va aider. Alors, les marges des distributeurs, c'est vrai que c'est assez faible. Alors, dans la grande distribution, où on sait très bien que on ne cherche pas à faire du profit sur le carburant, parce que l'intérêt, c'est que vous allez à l'hypermarché faire vos courses. Et donc, c'est un produit d'appel, en fait, en quelque sorte, pour venir faire ses courses dans l'hypermarché. Donc oui, c'est 1 ou 2 centimes. Donc vous pouvez toujours essayer de gratter 1 centime sur les distributeurs. C'est pas ça qui aura un impact majeur sur le prix de l'essence. Après, il y a effectivement la possibilité de jouer sur les taxes. Alors un point quand même important, la TICPE, qui est la taxe sur les produits énergétiques, elle ne dépend pas du prix du litre de carburant, elle est basée sur le litre de carburant. Et à la limite, ce qui est paradoxal, c'est que comme on sait très bien que la hausse des prix du carburant, ça fait baisser la consommation de carburant, les recettes de TICPE de l'État vont baisser. Donc est-ce que c'est là-dessus qu'il faut jouer? Non, il y a un levier qui est potentiellement utilisable, c'est la TVA. TVA qui est absurde en quelque sorte puisqu'elle porte aussi sur la TICPE. Donc c'est une taxe sur les taxes. Sauf que si vous passez cette TVA de 20 à 5,5%, voilà, vous gagnez quoi? Vous gagnez à peu près 20 centimes par litre. 20 centimes par litre sur un plein de 50 litres, ça vous fait à peu près, allez, 10 euros. Comme en moyenne les Français font 2 pleins par mois, ça fait 20 euros par mois. Donc moi je veux bien qu'on considère que 20 euros, c'est quand même pas un vrai choc de pouvoir d'achat, Natacha. Non, mais je 20 ne dis euros pas par mois, même pour les familles modestes, 20 euros c'est quand même pas grand chose. De pouvoir d'achat, mais c'est important, surtout à un moment où on a le prix du gazole qui atteint des degrés essentiels. Oui, mais sauf que vous n'avez résolu aucun problème avec ça. Non, mais on est bien d'accord, c'est ce que j'allais dire. Ça ne suffira pas. C'est une mesure d'urgence pour éviter qu'il y ait évidemment une souffrance supplémentaire à un moment où le prix de l'électricité augmente, le prix du gaz augmente, tout augmente, le prix des matières premières. Mais derrière, il y a une autre raison qui doit libérer les gens de la dépendance à la voiture. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est absurde pour une autre raison, c'est qu'elle profite à tout le monde. Or, ce qui devrait être la règle absolue aujourd'hui, si vous ne voulez pas que la fin du mois soit contradictoire avec la fin du monde, c'est de ne jamais reculer sur la trajectoire de transition énergétique. Ça veut dire que la solution, moi je vous la mets sur la table comme ça et on en discute. Moi je pense que tout doit être, la priorité absolue, c'est d'aider les plus modestes. Donc c'est de mettre le paquet sur l'échec énergie par exemple. Parce que là, concrètement, si vous baissez la TVA, il y a plein de gens qui vont en profiter et qui n'auraient pas besoin d'en profiter. Emmanuel, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de combiner des mesures de court terme qui vont en effet aider les plus modestes et des mesures de long terme qui vont permettre de sortir de cette logique de la voiture obligatoire. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite en effet une politique extrêmement vaste pour rapprocher les habitations du travail. Ça, c'est des années, Natacha. Mais bien sûr que c'est des années. Oui. Mais si on commence jamais, on va se retrouver à peu près tous les 2 ou 3 ans avec des gens qui vont nous expliquer pour sauver la planète, il faut taxer l'essence, donc c'est les plus modestes qui vont payer et on s'aperçoit après que c'est une catastrophe. On est dans un cercle vicieux. La seule façon, c'est d'engager aussi une vision à long terme sur l'ensemble de l'organisation d'une société qui aujourd'hui rend les plus modestes dépendants de leur voiture. Et en tout cas, beaucoup de politiques qui disent, Yves, qu'il faut baisser la TVA, la faire passer de 20 à 5,5%. C'est ce que dit Marine Le Pen, Arnaud Montebourg également. Et vous, la France Insoumise? C'est pas tous les politiques. J'ai dit beaucoup. D'accord. Non, moi je pense, comme Natacha Polony, pour le coup, ça commence bien, je serais assez d'accord sur le fait qu'il faut des mesures immédiates, parce que c'est juste insupportable. On parle de l'essence.
Mais le gaz, c'est plus 30% depuis 2019. Hein. C'est 500 € de plus par an, en gros 430 exactement, ce qui est insupportable pour les foyers les plus précaires, notamment les 3 millions de personnes qui se chauffent au gaz. L'électricité, c'est pareil, et là on parle de l'essence. Bon. Moi je dirais, donc il y a des mesures de long terme. Les mesures de long terme, elles sont doubles. D'abord, il y a des mesures effectivement environnementales et d'organisation de la société, qui fait qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de Français qui sont obligés de prendre leur voiture. Bon. Et là, on touche la question de l'étalement urbain, par exemple, qu'il faudrait un jour interroger, des grandes métropoles où on s'éloigne toujours plus loin, souvent c'est les plus pauvres, qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas assez de transport en commun, parce que c'est compliqué, etc. Donc, il faut faire ça. Deuxièmement, il faut effectivement mettre le paquet en termes de transition écologique. Bon, et là, on touche une des contradictions si on baisse les recettes. Parce que, selon l'INSEE, il faudrait 60 milliards d'euros de plus par an, rien que pour atteindre le résultat de la stratégie bas carbone par an d'ici 2050. On n'y est vraiment pas. Donc si vous commencez à baisser les recettes, que le gouvernement baisse par ailleurs pour d'autres raisons, on voit bien qu'on va avoir un problème pour la transition écologique. Et puis il y a les mesures de long terme qui sont aussi le fait que tout ça a une origine, au moins le gaz et l'électricité. C'est quand même la grande dérégulation à laquelle on a assisté. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est un bien absolument essentiel et on n'a rien trouvé de mieux sous l'égide de l'Union européenne, d'ouvrir le marché, d'ouvrir tout ça à la concurrence, avec les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les 3 plus grandes entreprises énergétiques françaises, Total, Engie, EDF, elles en sont à près de 10 milliards d'euros de dividendes, au lieu de faire en sorte que les gens aient de quoi se chauffer, s'allumer, ce qui voudrait dire des kilowattheures gratuits pour les premières tranches, et pourraient payer un prix bien moindre, parce que c'est aussi le marché très volatile, auquel on s'est mis pieds et poings liés. Donc ça, c'est les mesures de long terme. À la limite, Eric, ça c'est vrai pour. À la limite, c'est vrai pour l'électricité. Le gaz, le pétrole. Si, le gaz aussi. Le gaz, le pétrole. Et de toute façon, l'électricité, elle est faite à partir aussi en partie du gaz. C'est des produits qui sont fournis par des pays étrangers. Il y a une offre, une demande, que le marché soit. Mais non, mais que le. n'a pas pour objectif de nourrir la rente capitaliste. Oui, mais cette espèce de mythe que vous essayez d'entretenir, que si tout était nationalisé, les prix seraient stables, fixes, et qu'il n'y aurait jamais de fluctuation très importante. C'est pas une question. Il ne s'agit pas de prétendre qu'en effet la nationalisation de tout serait magique. En revanche, certes, l'essence, on est bien d'accord, la France n'a pas de pétrole, elle n'en produit pas. Mais là aussi, sur une politique de long terme, où on est en train de nous expliquer que justement, pour préserver la planète, il va falloir passer à des voitures électriques. On en est très loin, on est bien d'accord, on n'a absolument pas les filières, on ne sait pas fabriquer des batteries en France, on ne le fait toujours pas, et il y a un investissement absolument énorme. En revanche, si on veut commencer à réfléchir à ça, à des voitures à hydrogène, ça nécessite, oui, d'investir de la part de l'État, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de l'État pour ça, et derrière, ça nécessite aussi de penser une politique de l'énergie. Donc, il n'est pas complètement idiot de considérer que cette politique de l'énergie doit s'appuyer sur une indépendance, en particulier de la production électrique, donc dépendre moins du gaz, et faire en sorte d'avoir une production électrique, et c'est là où on va sans doute pas être d'accord, mais qui mixe évidemment les énergies renouvelables et le nucléaire, parce que ça permet une indépendance qui ensuite va être bonne pour le pouvoir d'achat. On va pas être d'accord sur la question du nucléaire. Par contre, on va être d'accord sur une chose, c'est que le développement du nucléaire en France dans les années 60-70, il n'y aurait pas eu un pôle public de l'énergie, en tout cas une entreprise nationalisée, qui fait des investissements à ce moment-là sans tenir compte de la question de la rentabilité haute. Il n'y aurait pas eu de développement du nucléaire en France. Et de la même manière, quels que soient les choix, nous on est pour le 100% renouvelable d'ici 2050, s'il n'y a pas de la même manière un pôle public qui est capable, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais en tout cas sur la finalité, on ne pourra pas le faire. Attendez, je voudrais répondre à la deuxième question sur les mesures à court terme, parce que là j'ai répondu long terme. Mesures à court terme, d'abord il faut bloquer les prix. D'accord, tout de suite. Voilà, faut pas attendre, comme l'a fait Monsieur Castex, de nous dire qu'on va bloquer les prix en octobre, une fois que toutes les augmentations ont été faites sur le gaz et sur l'électricité. Donc l'essence, faut le bloquer tout de suite. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, vous avez compris que je ne suis pas pour que ça soit l'État, c'est-à-dire nous, par des recettes qui payons. Par contre, on peut aller chercher dans les poches, aujourd'hui de manière exceptionnelle, des dividendes des grands groupes. On a calculé, nous, par exemple, que 10% seulement des dividendes des 3 grands groupes permettraient de payer la facture de gaz de 430 € pour les 3 millions de foyers qui ont payé le gaz. Voilà, ça serait une sorte de retour, quelque part, au foyer. Voilà, c'est ce qu'on propose dans le court terme. Il y a un problème dans ce que vous énoncez, c'est le fait que quand on bloque les prix, ça a déjà été fait notamment pour le gaz, il y a toujours un rattrapage derrière. Parce que si on bloque les prix, c'est une mesure de court terme qui permet en effet de respirer.
Mais derrière, vous n'avez strictement rien changé au fond du problème. C'est pour ça que je dis à court et à long terme. C'est pour ça qu'il me semble que plutôt que le blocage des prix, il faut, pour régler la question du pouvoir d'achat, augmenter les salaires. C'est ça l'urgence. C'est de faire en sorte. On peut faire les deux, Non mais on peut aussi rêver qu'on va tout réussir. Ça, je suis très étonné qu'on soit tous sur autant de points. Il faut mais, augmenter les salaires, raison pour lesquelles on monte le SMIC à 1400 € net et de faire en sorte que le partage des richesses aille vers les revenus du travail. C'est devenu d'ailleurs une proposition qu'on retrouve chez beaucoup de partis politiques, ce qui prouve qu'il y a un tabou qui s'est débloqué. Faites attention, vous entendez beaucoup parler de l'augmentation des revenus, mais pas des salaires. Si, des salaires. Par exemple, Madame Le Pen qui propose d'augmenter les salaires, mais avec plus de cotisations, etc., ce qui fait que le salaire socialisé serait réduit à néant. Mais on est d'accord, il faut augmenter les salaires. Par exemple, il faut par exemple permettre un grand plan d'urgence pour la pauvreté. Nous, on propose un RSA jeune. On propose le fait qu'aujourd'hui, vous avez vu comme moi l'étude terrible du Crédoc qui indique que 4 millions de Français sont devenus de nouveaux vulnérables depuis la crise du Covid. Donc il faut mettre de l'argent. Mais n'empêche, je crois quand même que le blocage des prix, là, vu la hausse qui est en train de se prendre, c'est absolument nécessaire parce que sinon on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Est-ce qu'on a du recul, Emmanuel Le Chypre, sur est-ce que ça va continuer comme ça à augmenter ou est-ce que ça va se calmer? En gros, est-ce qu'il va y avoir une accalmie bientôt? Non mais je crois qu'il faut, à l'échelle de l'histoire, on est sans doute en train de vivre le 4e grand choc pétrolier depuis les années 70. Il y a eu celui de 73, celui de 80. Il y en a eu 2 petits et on a tendance à les oublier. Il y en a un en 2008 qui est en partie responsable de la crise de 2009. On l'a oublié à cause de la crise financière, mais en 2008, les prix avaient beaucoup monté. Et 2012-2013. 2012-2013. Le pire du pire, c'est 1985. Là, à l'époque, l'énergie, c'est 12% du revenu des ménages. C'est un niveau qu'on a pu retrouver. Là, on doit être remonté à peu près à 10%. Donc, on est en train de vivre, oui, quasiment un 4e grand choc énergétique. Et il se peut que ça dure. Il se peut que ça dure pour des raisons structurelles. C'est-à-dire que cette idée qu'a nourri Jean Castex que les prix allaient s'effondrer au mois d'avril, c'est pas sûr du tout. Parce que vous êtes dans une substitution à l'échelle mondiale du charbon par le gaz qui fait que la demande de gaz explose et notamment la demande chinoise de gaz explose. Donc c'est pas parce que on va arriver au printemps et que chez nous il fera un peu moins froid et qu'on aura besoin d'un peu moins de gaz que la demande de gaz va se calmer fortement. Sur le pétrole, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fait 10 ans qu'on a sous-investi dans toutes les capacités d'extraction. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, et c'est un peu la contradiction aussi temporelle, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut arrêter d'investir dans les hydrocarbures. Donc il y a des tas de gens qui ont arrêté d'investir. Donc ça reviendra pas très vite non plus. Donc il y a quand même des raisons de penser que ce choc sur les matières premières, il va pas s'arrêter au mois de mars. D'où l'importance donc de définir, et ça devrait être le rôle de cette campagne présidentielle, une véritable politique de l'énergie, en sachant exactement où on veut aller et que ce soit choisi par les citoyens. Et deuxième point, on réglera pas non plus la question du pouvoir d'achat si on ne met pas aussi dans la balance ce qui désormais pèse 30% du pouvoir d'achat des ménages, c'est-à-dire le logement. Parce que la difficulté à assumer pour les plus pauvres une augmentation des prix du pétrole, de l'énergie, c'est aussi parce qu'à côté, il y a des dépenses contraintes absolument monstrueuses. Il faut être très clair. Moi, je ne comprends pas pourquoi, depuis 20 ans, la priorité de tout président de la République qui arrive n'est pas le logement. Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été encore élu. Écoutez, mais chiche. Mais attendez, c'est quand même complètement dingue. Le logement, vous cochez toutes les cases. Oui, bien sûr. Vous cochez toutes les cases. Vous améliorez la vie quotidienne des Français. Vous créez de l'emploi. Vous améliorez les problèmes de sécurité, de mixité sociale. Vous ne réglerez pas la question du logement si vous ne réglez pas la question de la réindustrialisation du pays qui va permettre de revivifier des territoires et donc de désengorger les métropoles. Mais les usines, elles reviennent, Natacha. C'est une tendance lourde. Mais si, bien sûr que si. Ça fait 3 ans. Mais pas du tout, Eric. Les chiffres sont là. Avant même Emmanuel Macron, c'est une tendance. Rien qu'en 2020. C'est pas vrai. On refera un débat sur la réindustrialisation. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la main invisible du marché qui va pouvoir régler la question de l'énergie, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, il faudrait enfin mettre le paquet en matière environnementale, qui passe par exemple par le fait d'en arrêter vraiment avec les passoires thermiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a réduit seulement que de 9,5% ces passoires entre 2012 et 2019, alors qu'il y avait eu des promesses mirifiques. Or, et que ça permet une économie. La première mesure énergétique, c'est la sobriété, c'est-à-dire d'arrêter de gaspiller de l'énergie. C'est bien pour ça que le logement, c'est quand même aujourd'hui... Enfin, il y aurait une seule promesse à faire aux Français pour une campagne présidentielle, c'est le logement.
c'est le logement. Et tu résous énormément de problèmes, y compris celui du pouvoir d'achat, puisque le logement est devenu trop cher aujourd'hui. Et c'est ça, en partie, qui a jeté des tas de Français dans la pauvreté. Merci d'être venu dans Polo News.